Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Connaissez-vous. Comment est-ce que les différentes crises que nous traversons peuvent influer, motiver, inspirer le travail des artistes et des créateurs? On va se poser cette question ce soir. On va surtout parler de musique. On va entendre d'abord Sarah De Vries. Elle est soprano, elle est bruxelloise. Dépêchez-vous d'aller l'écouter parce qu'elle est déjà en train de partir. Elle a plein de contrats en Espagne, en Suisse, etc. Elle nous racontera tout ça. On recevra ensuite deux musiciens qui sortent deux très beaux albums. Fabrice Alman, il est saxophoniste, et David Links, il est chanteur. Merci d'être avec nous. Bonjour Sarah De Vries. Bonjour. Ah, ça fait partie du jeu de savoir où je m'assieds là. Ah, mauvaise place. Ah zut. Ah, mais c'est pas très grave. Vous pouvez prendre à côté des disques. Ici? Voilà, oui, devant le dossier, bien devant Hop. le dossier, voilà. Ouais. Voilà. Se retrouver toute seule en studio, Ah oui, c'est bizarre, oui. c'est bizarre, hein? Oui, je m'attendais pas à ça. Vous ne vous attendiez pas à ça. Bon, ça n'a pas l'air de trop vous perturber non plus. Ça va, non. Bon, quand on affronte des grandes scènes, des grandes salles, on peut affronter un studio vide. Oh oui. Oui. Ouais. Comment je vous présente, Sarah De Vries? Ah, comment on me présente? Bah, chanteuse d'opéra, un peu iconoclaste, j'imagine, comédienne aussi, voilà, qui adore la musique contemporaine, entre autres, on en parlait tout à l'heure en coulisses, et qui adore, qu'est-ce que j'adore? Chanter, rire, faire plein de choses, tout ce qui est artistique à vrai dire en fait. Ouais. Voilà. J'ai lu quelque part que vous aviez d'abord eu un crush pour le théâtre. Oui, c'est vrai. Je suis tombée dedans. Je me souviens encore en fait de la toute première fois que je suis montée sur une scène, c'était pour un cours de théâtre, je devais avoir 5 ans et demi. Et quand j'ai vu le public là devant qui m'écoutait, qui faisait attention à ce que j'allais dire, que j'avais toute cette attention, je me suis dit, ah mais ça c'est... J'ai besoin d'être sur scène. C'était un coup de foudre. Ouais. Comment Ouais. on passe du théâtre à l'opéra? Par la musique, évidemment. J'ai commencé le piano aussi très jeune et j'adorais ça. Mais après, ça me paraissait un peu trop solitaire d'être pianiste. Et donc, c'est vrai que de se dire, ah, c'est possible de combiner la musique et le théâtre à l'opéra, ben voilà, c'était un peu miraculeux que ça existe en fait. Ouais. Soprano, ça c'est votre voix. Ouais. Ouais. On dit colorature, expliquez-nous un petit peu. Alors, il y a des différents registres, même à l'intérieur des sopranos, donc qui est déjà la catégorie la plus aiguë dans les voix humaines. Mais à l'intérieur du groupe des sopranes, il y a encore des sous-groupes. Et les sopranos coloratours sont les sopranos les plus aigus. Donc, c'est vraiment la voix qui va aller taper les contrefas là, et qui font exploser les verres. Ouais. Alors vous avez dit que vous aimez la musique contemporaine, alors vous en avez interprété un petit peu, mais quand je lis l'ensemble des rôles que vous avez tenus, je vois beaucoup de Mozart aussi. Oui, c'est vrai, parce que je pense qu'on a... Il ne faut pas séparer tant que ça la musique contemporaine et le répertoire contemporain du répertoire traditionnel. C'est finalement assez proche et je pense que le fait de faire de la musique contemporaine et d'aborder une partition en se disant « Ah tiens, c'est une œuvre nouvelle, je vais être la première à chanter ce rôle-là », c'est une façon d'aborder une partition qui nous aide énormément quand on doit retourner à Mozart justement et de se dire ben, « Inventons, réinventons, faisons les choses différemment ». Donc c'est vraiment deux pratiques qui se nourrissent l'une l'autre et qui sont indissociables, je pense. Ouais. Et le plaisir est le même? Non. Le plaisir n'est pas le même. Pourquoi est-ce que le plaisir n'est pas le même? Ouais, ce serait difficile vraiment d'en parler, mais je dirais que dans Mozart, il y a un plaisir peut-être harmonique. Alors pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être un petit peu technique comme terme, mais c'est-à-dire que il y a je dirais que le plaisir à l'oreille et qu'on reconnaît finalement un langage qui est assez proche de
presque des chansons ou de la musique pop dans Mozart. Enfin, c'est vraiment. On va dire que ça sonne évident. Voilà, il y a une évidence qui peut être très très agréable, mais je pense que justement dans la musique contemporaine, moi je prends plaisir à ce que ce ne soit pas évident. Et j'aime le fait de devoir un petit peu chercher, qu'il y ait un moment de difficulté avant d'avoir une épiphanie et de se dire « Ah, ça y est, j'ai compris, je comprends comment faire cette musique » et je trouve que c'est un enjeu c'est agréable. Ça veut dire qu'intellectuellement et techniquement, c'est plus exigeant ? Non, c'est différent, c'est très différent. J'emploie des outils intellectuels et techniques, je dirais, autres. Mozart, techniquement, la simplicité, c'est presque ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'on est très à nu, on ne peut pas se cacher derrière des prouesses pyrotechniques. En fait, c'est tout très très simple, donc ça, c'est difficile techniquement. Et intellectuellement, oui, c'est différent. Une autre façon d'aborder l'œuvre et voilà. Alors, je vous propose qu'on écoute quand même un peu de musique et qu'on ne fasse pas que en parler. On va écouter un extrait d'un spectacle qui a été monté à la Monnaie, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, en pleine période Covid. Oui. Is This the End? On va avoir un petit extrait et puis on en reparle juste après. Sarah de Vries, est-ce que vous aimez vous revoir? Dans cet extrait spécifique, en général, ça va, mais en général, je déteste ça, je supporte pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est très self-conscious, je veux dire, on se rend compte de tous les petits défauts, on se souvient de « Ah oui, mais là, quand j'avais fait ce son-là, c'était pas comme je voulais ». On a toute la cuisine interne, évidemment, et puis, c'est pas prévu, on n'est pas, c'était originellement, un interprète n'est pas censé s'entendre et se voir. C'est très récent
qu'on puisse le faire, Ouais. et c'est un exercice difficile. Parce que la musique, c'est au moment présent et que c'est pas fait pour être revécu un petit peu après. Exactement, oui, vraiment. Ouais. On explique ce qu'on vient de voir. C'est It Is the End, c'était un opéra, la musique est de Jean-Luc Favechamp. Ça avait été monté à la Monnaie. On est dans un univers contemporain. Alors, c'était une période un petit peu particulière, hein. C'était le Covid, donc on avait inventé des sortes d'opéras virtuels avec des objets filmiques, on va dire ça comme ça. Oui, oui, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. C'était une bonne expérience. Ça a été très 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 intense parce que si vous vous souvenez aussi, le chef d'orchestre Patrick Davin est décédé d'une crise cardiaque le jour de la pré-générale. Donc ça a été vraiment très 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 fort, d'autant que le thème de l'opéra parlait justement de la mort, et donc on a voilà, en même temps ça a créé des liens très très forts avec toute l'équipe. On garde, moi je continue de garder Patrick, je dirais, avec moi dans ma tête et mon cœur Ouais. depuis. Et voilà, mais c'était une très belle expérience, un très beau projet et une prouesse technique parce qu'en fait on a tourné un film et ensuite on a fait l'opéra en live. La musique était faite en live pendant que le film était tourné. Enfin, donc c'était assez excitant, oui, vraiment. Ouais. Alors, je pense que vous avez fait tomber votre micro, Sarah. Si vous pouvez essayer juste de le remettre. Oh, et je vais je suis parler désolée. juste pendant quelques secondes, le temps qu'on remette le micro. On est avec Sarah De Vries. Il y avait un petit peu d'émotion. Elle a tapoté le micro et le micro est tombé. C'est le problème des chanteurs ou des chanteuses d'opéra, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un micro. Ils font tout en live. Je pense que ça va marcher maintenant. Voilà. Ouais, voilà. Désolée. Hein. Non, pas de J'ai souci. tapé mon cœur pour parler de Patrick Davin. Oui, ça a été donc un petit peu une expérience compliquée. Dans le registre dans lequel on est, en plus c'est une musique qui est, on sent qu'il y avait un peu d'angoisse, hein, parce que ça part d'une jeune femme ou d'une adolescente qui est entre la vie et la mort, c'est ça un petit peu le livret. Il y a beaucoup de tension dans ce spectacle. Et ce qui était original, c'est que tous les chanteurs ne venaient pas du monde de l'opéra. Oui, on avait Amaury Massion qui est Lilac, qui est un chanteur de pop rock. Et d'ailleurs, on entend là dans cet extrait-là que très clairement, Jean-Luc Favechamp est inspiré de la pop aussi. On a vraiment un band avec batterie, basse, guitare. J'ai adoré ça d'ailleurs, c'était très agréable de faire une incursion un peu cross. Ouais. Alors vous êtes bruxelloise, Oui. mais vous allez bientôt partir, parce que si j'ai bien vu, dans les mois qui viennent, on va vous voir à Madrid, on va vous voir en Suisse, on va vous voir à Budapest, on va vous voir à Berlin. Vous aurez encore le temps de venir chanter à Bruxelles ou pas? Non. C'est vrai que je chante peu en Belgique en fait. Comment ça se fait? C'est un peu le hasard. Moi, je vois ça comme une chance parce que évidemment, voilà, je suis invitée. Disons qu'il y a une grande maison d'opéra en Belgique. Il y a aussi évidemment l'Opéra de Liège et l'Opéra de Flandre. Mais disons que la Monnaie, voilà, est la grande maison en Belgique. J'y travaille, mais je ne peux pas y chanter toute l'année non plus dans 4-5 productions. Donc forcément, je suis invitée à l'étranger, au Staatsoper de Berlin, là au Théâtre Real de Madrid aussi, dans des maisons qui permettent, qui sont intéressées. Comment ça se passe une production d'opéra, Sarah De Vries? On a envie de comprendre. Il y a un chef d'orchestre qui monte un opéra ou un metteur en scène qui monte un opéra. Ils se disent, tiens, sur ce rôle-là, j'aimerais bien Sarah De Vries. Oui. On vous appelle, vous avez la liberté d'accepter ou de refuser? Ça dépend un petit peu. Voilà, là, par exemple, l'opéra que je veux faire à Madrid, c'est le metteur en scène qui m'a vu la saison passée à Berlin et qui a dit, elle, je la veux pour ce rôle. Donc là, j'ai vraiment été invitée, mais c'est pas toujours le cas. C'est parfois, on fait des auditions, un peu ce qu'on appelle des auditions générales, donc où il y a 250 autres sopranos coloratours qui viennent pour le même rôle. Donc c'est assez intimidant, mais voilà, une fois que ça marche et une fois, en effet, que j'ai cette chance qu'il y ait des gens qui me veuillent moi et pas n'importe quel autre soprane, ça c'est assez agréable, et donc c'est une chance énorme en fait. Et donc ensuite on travaille, voilà, on est reçu, on reste en général 2 mois et demi, ou enfin entre 2 mois et 2 mois et demi. Il y a 1 mois et demi de répète et puis de répétition. Scénique, donc avec un metteur en scène, avec le chef d'orchestre, et puis il y a une semaine qui précède les spectacles où on met l'orchestre
On rassemble l'orchestre et les chanteurs et l'aspect scénique. Et puis c'est parti pour les spectacles et voilà, donc c'est vraiment des aventures à chaque fois. Alors je voudrais vous montrer 2 images, si vous voulez bien, Sarah de Vries. La première, elle n'est pas très originale, on l'a récupérée sur votre site internet et vous allez me dire ce que c'est. C'est ma page d'entrée, c'est la page d'entrée de mon site. Et on voit jeune musicien ou jeune musicienne de l'année. Oui. Oui, c'est un prix que vous avez eu, vous êtes la jeune musicienne de l'année 2021. Oui, je viens d'avoir cet immense honneur d'avoir été désignée par l'Union de la presse belge qui désigne un jeune talent chaque année. Une fois tous les 2 ans un francophone et une fois tous les 2 ans un néerlandophone. Et ben voilà, je m'y attendais pas du tout. Ça vous a fait plaisir ou c'est anecdotique quand on chante sur les grandes scènes des grands opéras d'Europe, se dire avoir un prix de jeune musicienne belge, ça ne sert pas à grand chose ou ça fait plaisir quand même? Ah oui, ça m'a énormément touchée. Justement, en fait, je me disais, oh moi je sais pas si les gens savent ce que je fais. Et donc non, et puis c'est son propre pays, c'est quand même très particulier, ça a une saveur particulière d'avoir un tel geste de reconnaissance dans son propre pays. Il n'y a rien à faire, c'est très touchant. Moi, j'étais vraiment très touchée. Ouais. Ouais. Alors, deuxième image que j'aimerais qu'on commente, c'est une pochette de disque. Ouais. C'est votre dernier enregistrement, parce que vous n'enregistrez pas beaucoup en fait, hein, pour l'instant. Ben là, je viens de terminer 2 disques pour compléter l'intégrale de mon volume sur Joseph Jongen. Voilà, donc il y a beaucoup de projets à venir, mais dont je ne peux pas encore parler. Ouais. Alors celui-ci, For Cathy, expliquez-nous. Ça, c'est un projet que j'ai adoré enregistrer, qui est dédié à Cathy Berberian, qui était une grande mezzo, la femme de Luciano Berio, et qui a été vraiment l'égérie, la première égérie, en fait, chanteuse de musique contemporaine, qui est devenue une espèce de vraie diva, de vraie star de l'opéra contemporain, enfin de la musique contemporaine, et donc qui m'a toujours énormément influencée et que j'ai toujours énormément admiré. Donc là, le petit twist dans ce disque-là, c'est que c'est un album entièrement a cappella, et avec que des pièces qui lui ont été dédiées, plus une pièce qu'elle a composée elle-même, qui est très amusante. Et voilà. Donc c'est un projet auquel je suis très attachée, dans lequel je me suis beaucoup impliquée, et voilà, qui me tient à cœur. Voilà, et donc Joseph Jongen, ça c'est la prochaine sortie, ce sera dans le courant de l'année prochaine, si je suis bien informé. En mai 2023, sortie de l'intégrale, il y aura un concert de sortie à Arsenic, à Mons. Et Joseph Jongen, pour ceux qui ne connaissent pas, compositeur liégeois, fin 19e siècle. Oui, il est mort en 1953, donc quand même bien ancré dans le 20e siècle aussi. Ouais. Vous allez prendre à votre gauche un disque. Quel est le premier? Alors, c'est le disque de Fabrice. Fabrice Alman, vous le connaissez? Je viens de le rencontrer, là, dans les coulisses. Eh ben, vous allez le découvrir encore un petit peu plus. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Fabrice Alman, présentez-vous. On triche un peu, hein, même si on sait. Bonjour. Vous trichez un peu, vous êtes croisés dans la coulisse ou vous connaissez d'autres fois? Mais c'est ça, voilà. Oui, on vient de se faire rencontrer, voilà, mais c'est comme si on était déjà des vieux copains. Voilà. Ouais. Vous n'avez jamais travaillé ensemble? Non. Ah non? Non. Ce serait possible ou vos univers sont trop éloignés l'un de l'autre? Alors, pour ma part, j'ai toujours considéré que la musique, c'est la musique. Et après, on a une manière de s'exprimer, un style et des propensions plutôt à jouer ou à chanter tel type de musique, etc. J'ai eu la chance de jouer avec énormément de gens et de jouer beaucoup de types de musique. Et au fur et à mesure, moi personnellement, c'est plutôt au niveau de l'improvisation et de la composition que ça m'intéresse, et la manière dont on fait la musique qui m'intéresse. Et donc je suis ouvert à absolument tout. D'ailleurs, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un projet justement sur la voix. Ouais. Ah. Voilà. Vous pourriez composer pour Sarah de Vries? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore. Je vais quand même mettre une toute petite virgule, c'est que je suis un faux compositeur. Je ne suis pas un compositeur de
de commande. Je ne suis pas justement quelqu'un comme, on t'en parlait tout à l'heure, Joseph Jongen, qui avait une capacité et une culture de la musique classique, etc., et contemporaine qui est absolument incroyable, que j'ai en partie, mais ça n'est pas ma manière de concevoir la composition. Je me laisse bercer par mes impressions, je laisse maturer les choses, et puis quand elles sortent d'un trait. Je ne suis pas un travailleur acharné. Ouais. On va quand même vous présenter, Fabrice Alman, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Saxophoniste, oui. Jazz, oui. Petite hésitation. Non, parce que oui, jazz, oui, parce que c'est mon moyen d'expression. Oui. Ouais. Mais vous avez travaillé aussi pour des artistes plutôt pop, hein? Oui, j'ai même fait du hard rock, j'ai même fait de la musique classique, j'ai fait de la musique contemporaine, j'ai fait de la musique de cirque, j'ai fait voilà, beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter cet album que Sarah de Vries a entre les mains, lui expliquer ce dont il s'agit? Ah, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure parce que pendant le Covid, on a été tous complètement à l'arrêt. Moi, j'étais assez, comme tout le monde, quoi. On a perdu énormément de chouettes opportunités. Et ça m'a, étonnamment, dès qu'on a du temps, on réfléchit. C'est d'ailleurs souvent ce qui manque à la plupart des la plupart des gens manquent de temps pour réfléchir. On est très vite aspiré dans énormément de choses et on n'a plus le temps de réfléchir. Et donc pendant ces 2 années de Covid, ça m'a permis vraiment de réfléchir à quel était le rôle de la musique dans la société en général, quoi. Quel était le rôle d'un musicien, le rôle d'un compositeur ou le rôle de faire des disques, à quoi ça sert, quoi, fondamentalement. Ça m'intéresse. Tu es arrivé à une réponse satisfaisante? Alors, non, c'est work in progress. Non, je pense qu'on ne peut pas arriver à une réponse. Mais en tout cas, j'ai eu une vraie réflexion par rapport à ça, qui était que j'ai pris 3 axes de réflexion qui étaient la musique, ce qu'elle a de plus naturel, de plus évident, qu'est-ce qui fait qu'on chante un morceau et puis au bout d'une écoute, on retient la mélodie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Et c'est souvent des choses très très simples, quoi. Et puis après, il y avait les réflexions, c'est comment est-ce que la musique peut être politique, engagée. Voilà. Et là, c'était vraiment plus compliqué, parce que seul, c'est plus difficile, parce qu'on est quand même dans un monde de mots, et donc il faut quelquefois expliquer les choses pour que ça déclenche. Voilà. Et puis le 3e volet, c'était la spiritualité, parce que je pense que c'est une des raisons pour laquelle on fait de la musique. C'est pour toucher aussi à une espèce de spiritualité commune. Et donc, voilà, ça c'est le premier disque d'un triptyque. Voilà. Le premier qui est donc sur l'évidence des mélodies, la simplicité, le lyrisme. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, l'histoire du disque, ça a commencé parce qu'on m'a demandé de participer, de collaborer à une musique de documentaire qui s'appelle Mémoire de nos mères, et qui est un documentaire sur comment les femmes se sont appropriées le travail, comment elles sont in fine arrivées à une certaine indépendance et jusqu'au droit de vote dans les années 20, ce qui n'était pas une mince affaire. Ah, en Belgique, hein. En Belgique. Hein. Le droit 26. de vote des femmes, c'est en 48. 48, mais les premiers votes communaux, c'est 26. Ah, d'accord. Voilà, mais le droit de vote complet, c'est 46. Et donc, ce chemin qui va de 1916 à 1950 et qui couvre toutes ces années-là était pour moi assez impressionnant. Et c'est en écrivant la musique pour ce documentaire que j'ai... pas l'idée m'est venue, mais à chaque fois, il y avait, je ne sais pas pourquoi, probablement des souvenirs d'enfants, Chet Baker qui venait s'immiscer dans ma tête, quoi, tout le temps. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre. Puis j'ai fait un 2e morceau, et puis c'était la même chose. Et puis un 3e morceau, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? sort de ma tête. Et puis je me suis dit, bon, il se passe quelque chose, quoi. Et donc j'en ai parlé à mes parents, et en fait mon père me disait, mais j'écoutais ça tout le temps quand tu étais petit, quoi. Elle dit, est-ce que je commence à comprendre les choses? Et donc j'ai continué à faire la même chose. Et puis j'en ai parlé à des gens qui ont
qui ont joué avec Chet Baker, donc avec Philippe Catherine, avec Jean-Louis Rassin-Fosse, avec Michel Lair, etc. Et puis voilà, et le projet s'est fait autour de ça, voilà. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit, en gros, qui je pense résume bien le disque qui est à l'intérieur, qui est tendre vers l'indicible, vers le simple, vers l'évident, vers la ligne claire. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce disque. Sarah de Vries, ça vous parle, tout ce que vient d'expliquer Fabrice Salman et ces 3 explications, ces 3 temps, ces 3 chapitres, ces 3 visions de ce qu'est l'art musical? Oui, bien sûr, même si comment dire, je trouve que la notion de simplicité, on l'aura compris puisque moi je suis aussi impliquée, j'adore les langages qui ont été aussi connus, les langages musicaux, pour être très abscons. Donc je trouve que ça c'est quelque chose où pour ma part je relativiserais un petit peu l'importance ou la prédominance de la simplicité comme valeur ou comme critère musical. Par contre, évidemment, oui, je pense que le faire sens commun autour de la musique, c'est-à-dire à la fois concevoir la musique comme un acte politique au sens premier du terme, c'est-à-dire de faire commun avec cet art-là, c'est quelque chose qui me parle évidemment énormément. Et je trouve que ça va de pair avec l'idée d'une spiritualité qui, en bonne athée que je suis, je trouve que la spiritualité est une part essentielle de l'être humain, mais pour moi, du moment qu'elle n'est pas, mais c'est personnel, qu'elle n'est pas religieuse ou liée à une notion de conscience supérieure qui a tendance un peu à me faire hérisser les poils. Une spiritualité humaniste, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien qu'on reparle du Covid, parce que donc, Fabrice Salman nous a dit ça m'a donné du temps pour réfléchir et ça débouche donc sur ce projet en 3 étapes. On signale, c'est quand même 3 concerts qui ont été donnés au Gom Jazz Festival l'été dernier et qui vont donc être 3 enregistrements. Vous, pendant le Covid, ça a été dur aussi, on ne pouvait pas aller à l'opéra. Ah oui, bien sûr, oui. Tout était à l'arrêt, tout était... ça a été difficile pour tout le monde. Moi, je crois alors j'avais la chance, en fait, si je me souviens bien, que mes productions sont tombées à chaque fois pile au moment où on sortait de confinement, ou bien j'avais justement une année un peu creuse. Donc j'ai eu un bol un peu monstrueux et en plus j'ai eu 2 ou 3 projets qui se sont rajoutés parce que c'était le Covid, comme l'opéra à la Monnaie. C'était quand même mes débuts à la Monnaie. Le petit extrait qu'on venait de voir. Donc j'ai eu énormément de chance. Mais par contre, donc j'ai disposé de ce même temps, en effet, et je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, c'est ce moment où on se pose et tout d'un coup on a le temps de réfléchir. Ça change tout. Ça change énormément. Nous, moi je me suis aussi du coup un peu engagée politiquement, justement. C'est une période où j'ai... Vous avez défendu beaucoup les artistes à ce moment-là. Hein. On a monté un collectif, oui, j'ai défendu les artistes, mais en me disant... J'aurais aussi voulu pouvoir défendre n'importe qui, en fait, mais c'était de se dire il faut absolument qu'on revienne à l'idée de se mettre en commun et de libérer la parole après avoir libéré la réflexion sur toute une série de sujets et qui moi et qui nous préoccupent tous, en fait, je pense, sur le thème de la précarité, de la fragilité de nos métiers, de la fragilité de tout ce qui fait sens commun dans notre société, que ce soit la culture, les soins de santé. Sarah de Vries, c'est étonnant d'entendre ces propos-là dans la bouche d'une chanteuse d'opéra. On vous l'a déjà dit, j'imagine. Non, mais on ne va pas se mentir, en fait. Je pense que la musique classique, je ne sais pas comment c'est en jazz, et c'est une question qui m'intéresserait de te retourner, mais en musique classique, je trouve que pas seulement les chanteurs d'opéra, mais tous les musiciens classiques ont vraiment complètement absorbé une espèce de mentalité capitaliste et du chacun pour soi, et en fait on est en concurrence, on est des produits qui doivent être mis en concurrence les uns avec les autres sur le marché. On nous répète toutes nos années d'études que c'est un monde cruel et infâme, qu'il va y avoir 200, qu'on secoue un arbre et qu'il y a 45 sopranes qui tombent comme des pommes et qu'il faut être mieux que les autres, et en fait se libérer de cette mentalité-là et se dire en fait qu'est-ce qui se passerait si on se serrait les coudes et si on s'entraidait et si on se soutenait les unes les autres. Et la beauté du truc, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a de la place
Il y aura de la place pour les gens. Alors on sait bien, c'est des métiers difficiles, donc peut-être pas pour tout le monde, mais plus que ce qu'on craint, et que le fait de se soutenir les uns les autres, en fait, ça nous aide à tenir, parce qu'on a tous, dans les carrières de chacun, il y a des moments difficiles. On a tous des creux. On ne le dit pas. Alors ça, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on ne fait pas la pub de ça sur Instagram. On ne dit pas quand on est très déprimé, on ne dit pas quand on n'a pas assez de travail et tout ça. Et je trouve que c'est des paroles qui doivent être libérées, entre nous au moins, qu'il y ait une communauté pour se dire on est là les uns pour les autres. Fabrice Salman, je vous propose qu'on écoute quand même un extrait de cet album. D'accord. Et puis après, vous allez pouvoir répondre à Sarah de Vries. Avec plaisir. qui est un petit peu trompeur en français, quoi. Alors, c'est la grande conversation entre Sarah de Vries et Fabrice Salman. Vous étiez parti. Est-ce que Sarah de Vries, est-ce que vous avez quand même pu jeter une oreille et comprendre ce que Fabrice Salman voulait dire tout à l'heure par la simplicité, la ligne mélodique évidente? Si on parlait de bande dessinée, on parlerait de ligne claire. Ah, mais peut-être que c'est Fabrice qui doit répondre à ça, parce qu'il était en train de l'expliquer très très bien. Mais je pense que oui, en tout cas j'ai jeté même plus qu'une oreille, j'ai jeté les deux oreilles. Ouais. Fabrice Salman, quand je dis ligne claire, c'est une bonne description de cette musique-là ou pas? Alors oui. Je mets dans le. J'ai beaucoup réfléchi justement à comment essayer de faire le pitch de l'album, c'est-à-dire et en français, j'avais vraiment beaucoup de mal, c'est ce qu'on vient de dire. Je disais à Sarah que je n'étais pas tout à fait d'accord avec elle, mais pas dans le sens d'être contre, mais plutôt dans le sens de préciser la simplicité en français. Ça pourrait être voilà, simplicité, mais c'est plutôt l'évidence, la recherche de faire des choses qui sont évidentes et qui font que instantanément ça touche autrement les gens, quoi. Que certaines musiques qui vont être plus
qui vont faire appel à plus de différentes sensations. Ici, le seul but était vraiment de faire quelque chose qui soit simple. Et quand on parle de ligne claire, oui, et c'est pour ça que la référence à Chet Baker, elle est là, parce que Chet était vraiment quelqu'un justement qui jouait des mélodies tout le temps. Toutes ses improvisations sont des mélodies évidentes. Ouais. Ça veut dire que les 2 prochains projets seront très différents, que ça sonnera différemment, et qu'il y aura un contenu politique. On parlait un petit peu politique, ou en tout cas engagement des artistes dans la société, solidarité entre les musiciens, tout à l'heure avec Sarah de Vries. C'est des thèmes qu'il y aura dans le 2e volet? Alors le 2e volet, ça c'est une très très grosse aventure, puisque ça concerne ma réflexion sur l'état du monde. Donc ça rejoint ce que tu disais. Vaste projet. Vaste projet. Et ça va tenir en un seul album, ça? Ah. Oui. Oui. Mais oui, parce que comme tout projet, et si on veut qu'il ait qu'il ait un sens, il faut lui définir un cadre entre ma réflexion complète sur toute la vie et faire un disque, c'est pas le même acte. Donc ce sera une vue de la société comme elle est maintenant. Et le disque va s'appeler Now, pour essayer que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses dont on parle, mais qu'il y a des choses qui sont même plus urgentes. C'est plus que de l'urgence. Voilà. Et là, je rencontre... donc il y a 7 grands thèmes. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, parce que sinon, mais il y a un thème qui est la peur, il y a un thème qui est la biodiversité, il y a un thème qui est l'eau et les mers, il y en a un sur le principe de l'extrémisme, etc. Et c'est toutes des choses que j'ai essayé tous des thèmes qui me paraissent extrêmement urgents à résoudre, et notamment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par l'arrêt du personnel uniquement, mais bien du commun. Et en fait, on a travaillé sur les deux. La première phrase que j'ai mise dans un de mes programmes de cours au conservatoire, donc comment faire passer ça, tu posais la question par rapport au jazz. Je pense que justement, dans le jazz, on a une propension à développer son propre monde, mais avec les autres. Et la première phrase que j'ai mise, c'est porter l'élève au seuil de son propre entendement, au seuil de sa propre porte. En faisant ça, on est soi-même et on peut se mettre à disposition des autres pour faire des choses communes. Et ça, c'est une autre manière de voir justement le rôle de la musique et comment on devient un musicien, en étant d'abord un humain. Alors on va accueillir un autre musicien, si vous êtes d'accord, dans cette conversation, Sarah de Vries. Album suivant, sur votre gauche. Oh, Ah, de qui s'agit-il? de David Lynx. Connaissez-vous David Lynx? Oui. Ah bah, on vous propose de le rencontrer maintenant. Chouette. Hey. Salut David. Ça va? Est-ce que vous avez travaillé ensemble, les uns et les autres, avec David Lynx? Sarah de Vries, vous connaissez David Lynx? Vous m'avez dit oui. Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Oui, mais il ne le sait pas. David. Racontez-nous ça. Je laisse le petit suspense parce que... Racontez-lui. Le cœur de la monnaie ou Oui, ah zut, tu l'as deviné. Ouais. Ah oui, parce que je Ouais. reconnais la tête et déjà, je suis allé regarder déjà sur YouTube, c'est magnifique. Ah, merci. Magnifique, je suis... C'est super gentil. Ouais. Fabrice Alman, David Lynx, vous avez déjà travaillé ensemble, hein? Ouais. Oui, on Ouais. a travaillé souvent. Oui, hein. On se connaît depuis... Magnifique artiste aussi, je me sens très, très bien entouré ici. Ouais, moi aussi. Hein. David Lynx, on doit encore vous présenter ou on évite? Allez-y, hein, il y en a tout. Bah, il faut que ce soit... Faites-le vous-même. Vous Non, êtes toujours non, mieux non, servi non. par soi-même. Donc chanteur, Oui. belge exilé à Paris. Exilé, Ouais. c'est fort, hein, le mot. Ouais. J'ai déménagé à Paris, quoi, il y a 23 ans, ouais. Ouais. Allez, je vais poser tout de suite ça pour... j'ai envie d'avoir cette conversation avec vous. Quand on parle de chanteurs de jazz, on va aller vers des crooners, Frank Sinatra, Tony Bennett. On va aller vers des Cab Calloway, le swing, etc. Et vous, vous avez développé un autre style. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez délibérément tourné le dos à ce monde-là pour aller dans Mais- votre propre sillon? J'ai jamais tourné le dos à ce monde-là parce que c'est la tradition, c'est l'histoire du jazz. Et sans l'histoire, on ne peut pas être d'aujourd'hui. On parlait d'être politique. Le premier acte politique, c'est d'être de son époque.
On est dans un métier qui travaille beaucoup sur la nostalgie. Le côté métier dans le jazz, le côté business, s'il y a encore vraiment beaucoup de business, aime bien vocalement travailler sur la nostalgie parce que on imagine que c'est ça encore qui peut vendre un peu. Et je crois que ce n'est pas un bon message qu'on montre aux jeunes vocalistes surtout. Parce que par exemple, il y a des magnifiques voix qui émergent. Mais quand je vois le disque qu'elle propose, je me trouve en 1962, alors je préfère écouter Nancy Wilson ou Sarah Vaughan qui vivaient à cette époque. Donc moi je crois que la nostalgie, moi je peux être nostalgique en tant qu'auditeur, je peux mettre un disque de Miles Davis ou un disque de Horowitz ou Ella Fitzgerald ou Callas ou je sais pas quoi. Mais en tant qu'artiste, la nostalgie est assez menaçante. Ouais. Et je ne parle pas du fait qu'on ne peut pas faire des standards. J'ai enregistré sur mon disque de duo qui est sorti l'année passée avec Tigran Amasayan, j'ai fait Round Midnight, ben ça sonne comme aujourd'hui parce qu'il est d'aujourd'hui. Et moi j'aime bien l'idée d'être d'aujourd'hui. Donc je n'ai pas du tout tourné le dos parce que... C'était positif, hein, ce que je disais à David Links. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que vous avez réussi à moderniser la manière de chanter en jazz. Mais c'était très clair, quand on est un homme européen qui veut chanter du jazz, soit on est au chômage, soit il faut être extrêmement clair dans ce qu'on propose. Ouais. Alors on va parler du disque que vous sortez maintenant, on vient de le voir. C'est un trio, David Links, Guillaume de Chassis, Matteo Pastorino. Ouais. Racontez-nous ce projet. C'est un projet... Matteo, je l'ai rencontré, en fait, je donnais un masterclass à Nuoro en Sardaigne, il y a 17 ans. Et en fait, les deux garçons qui étaient au premier rang, il y a Matteo, en fait. Ça s'est avéré être Matteo, qui avait 13-14 ans. Je l'ai retrouvé à Paris. J'étais souvent invité. Il y avait, comme en Belgique ou en Hollande, ou je sais pas, partout, il y avait des émissions de radio en live, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc ça s'appelait Un mardi idéal avec Ariel Buteau sur France Musique. Et elle programmait des musiciens classiques, jazz, chansons, tout. Donc elle provoquait des collaborations entre les uns et les autres. Et je connaissais Guillaume d'avant, un projet où j'étais invité avec Daniel Ivinek, le bassiste. Et donc dans une de ces émissions, après, quand elle a été licenciée, Ariel Buteau, elle a fait les salons idéal qui se faisait au théâtre Colonne à Paris. Ah oui, c'est beau là. C'est super beau. Magnifique. Ouais. Super son aussi. Ouais. Donc on allait chez elle avec tous les gens, on répétait. Et Guillaume de Chassis est arrivé avec une transcription de Schubert parce qu'il travaille autant dans le classique que dans le jazz. Donc Guillaume de Chassis, il est pianiste, hein, je précise pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Matteo, il est clarinettiste. Oui, Matteo, il est clarinettiste. Et Guillaume, il fait autant de tournées avec des musiciens classiques, avec Nathalie Dessay en classique ou avec Andy Shepherd. C'est un des rares qui arrive à maîtriser les deux mondes. Donc il est venu avec une transcription de Schubert. Et il m'a demandé d'écrire un texte là-dessus, et ça sonnait vraiment comme un standard. Et de là a découlé l'idée de faire tout un disque. On a pris notre temps et de faire un choix de mélodies intemporelles, classiques, instrumentaux, sur lesquels j'ai mis des... Donc il y a Schubert, il y a du Chopin, du Bach, du Rachmaninoff, si je ne me suis pas trompé. Oui, Shostakovich, Mompao. J'aime beaucoup Mompao parce que c'est... Mais c'est un risque, David Links, je me permets de vous interrompre. Parce que quand on prend de la musique classique et qu'on la modernise, qu'on la transforme, ça peut être vécu comme une musique classique dégradée. Naturellement. Ça a été le disque le plus clair et le plus facile à faire pour moi. D'un côté, parce qu'on a pris le temps, et aussi, avec ces mélodies-là, tu entends tout de suite si tu es au mauvais endroit. Et aussi, pour tout le monde, il fallait... avec ma façon de chanter le jazz et mes compositions, je peux aborder ces musiques-là. On ne peut pas aborder ça en tant que crooner, on ne peut pas aborder ça en tant que chanteur classique. Il faut trouver... Dans ce projet-ci, il fallait trouver un autre endroit d'où faire venir sa voix. Et
Et ça va de même pour Guillaume de Chassis et Mathéo. Ouais. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait. Comme ça, on va en discuter après avoir dans l'oreille ce à quoi ressemble cet album, On Shoulder Who Stand, David Links, avec De Chassis au piano et Pastorino, Matteo Pastorino à la clarinette. I search for a glimpse into what you've seen from a distant dream, along fields of marigold and honeysuckle truth, abundant youth, revelation, shy of what is really to soft and silky rhymes within every line, enough to drown out the Alors, Sarah De Vries, Fabrice Alman, une courte réaction à ce que vous venez de voir et d'entendre. Ah, c'est très périlleux comme exercice et je trouve que c'est très réussi. Vraiment. Voilà. Mais je trouve que c'est un terrain très glissant. Je suis impressionnée. Je trouve le texte est vraiment beau. Et je trouve que l'arrangement est vraiment fait avec énormément de goût. Oui, Fabrice Alman. Voilà, je connais le travail de David depuis très longtemps. Et les prises de risque font toujours avancer les choses à tous les niveaux, soi-même et les autres. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, Jean-Philippe Collard-Neven, le pianiste et moi, on avait travaillé sur les sonates pour clarinette et piano, sur toutes. Et le maître mot, c'était l'improvisation. Comment le rapport que Brahms, Poulenc avaient, le rapport qu'il avait entre l'improvisation et la composition. Et donc on s'est réapproprié le texte et on a commencé à imaginer ce qu'on peut en faire. Que devient la musique quand on improvise autour de ce qu'elle a déjà été. Mais la musique classique était aussi improvisée beaucoup à Bien l'époque. Mais justement, et c'est dans ce sens-là que c'était vraiment intéressant de revenir à ça et de se dire, tiens, développons ça comme ça. Et c'est ce que tu fais sur ce disque-là, avec en plus le texte qui magnifie ça, donc c'est super, quoi. Oui, le texte, il a une importance. On le voit. Et ça l'avez change voulu beaucoup et c'est l'afficher génial, dans le. c'est super. Ouais, vous l'avez voulu l'afficher dans le clip, David. J'ai voulu faire un clip, je dis, je veux pas ma tête dedans, je veux pas, je veux pas les rues de Paris dedans, parce qu'il y avait une image de Paris et j'ai dit non. Oui, mais les textes ont leur importance dans ce projet-là. Oui. Quand même, les hein. textes, ça a été magnifique parce que c'était un travail d'orfèvre. Parce qu'il faut un texte trop léger ou un texte trop lourd,
on marche à côté, quoi. Donc il faut vraiment, je veux dire, le Ravel, celui-là, ça a été comme si la composition me dictait les textes. Donc Et en même temps, c'est très beau, et on le garde dans l'oreille. Il rechante la mélodie. Ah oui, mais écoute, ça va pas ça. Non, c'est pas votre talent, ça je reconnais. Non, Ouais. puis c'est pas évident parce que c'est vrai qu'en général, je sais pas comment c'est en jazz, mais en tout cas en musique classique, toujours, on part du texte pour écrire la musique. Non, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, j'aime bien partir d'un texte. Par exemple, quand je compose moi ou quelqu'un d'autre et je pars du texte, l'univers musical change parce qu'on a une base. Oui, On a une voilà. base. Mais je crois que c'est magnifique d'écrire. Non, on fait aussi souvent Dans l'autre sens. le Ouais, c'est contraire. marrant. Et dans le classique, on le fait aussi aujourd'hui. Très peu. Non, à l'époque. À l'époque. Maintenant, oui. Mais je peux confirmer que David a un talent assez rare pour justement le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire s'inspirer de musique qui existe et d'y mettre un texte. On a fait enfin, tu l'as fait pour 4 morceaux à moi, et je trouve qu'il a une je trouve que c'est un art d'aller mettre du texte sur une musique sans ni trahir le texte ni trahir la musique. Moi, j'ai une question. Et au par contraire, rapport à ça. qu'elles se subliment les unes les autres. Alors une dernière question de Sarah de Vries. Vas-y, ça. Quel est le lien qu'entretient, je dirais, la pièce originale et donc par rapport au texte que tu as écrit? Est-ce que tu t'es juste vraiment laissé inspirer par la musique, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'entre guillemets un peu historique par rapport à Historique par rapport à la pièce, non, pas du tout. Ouais. Non, mais pas juste inspirer la musique. Je m'assieds, un de mes meilleurs amis, j'ai eu la chance, c'était Nougaro. On partait de l'idée que. Je ne crois pas aux gens qui disent j'ai pas fait un disque pendant 2 ans parce que j'avais pas d'inspiration. Ça s'appelle dépression ou autre chose. Je veux dire, l'inspiration, ça s'appelle. Ça se travaille, oui. Ça se travaille. On se lève le matin, parfois à 5-6 heures du matin. On décide d'écrire. On décide d'écrire. Donc, il y a plein de thèmes en nous. Il y a plein de questions sur l'époque, sur tout ça. Ce qui... non, je ne vais pas dans le truc, je me mets à l'époque de Rachmaninoff. Je crois que ce ne serait pas la bonne démarche. C'est pas une en tout bonne cas. idée. Votre texte, il parle de quoi, David, dans cet album? Drown out the noise, ça veut dire to drown out the noise en français. Épuiser, Non, étouffer, étouffer tout le... enfouir. Ouais. Oui, tout le brouhaha de l'extérieur. On vit dans une époque où on est envahi tout le temps. On essaie de... je crois qu'avec Internet, qui est un outil super si on reste maître de l'outil, ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de gens aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai parfois du mal, mais ça fait que le rapport au temps a modifié. On essaie de mettre 10 minutes en 1 minute par multitasking. Donc il y a une invasion constante d'énergie, de tout. Et ça parle un peu de ça. Je trouvais que la cadence de la musique fait on arrive à évoquer un autre rapport au temps, quoi. Voilà. Ben, on va essayer de trouver le bon rapport Et pour au le temps. reste, prenez le dictionnaire. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin. David Lix. Je vais quand même signaler que vous allez le défendre en public, cet album. Ce sera le 11 novembre à la Jazz Station à Saint-Josse. Oui, demain c'est France Musique à Paris. Puis on a fait Arras Je fais Paris le 10, le 11, oui. Ouais, mais avec ça, on est surtout regardé à Bruxelles. Donc on va dire vraiment le 11 novembre à la Jazz Station. Ça, c'est le concert qu'il ne faut pas rater. Je signale que vous revenez mais avec un autre projet, le 25 novembre, dans une nouvelle petite salle qui s'appelle le Baïchou. Le Baïchou. Baïchou. Ça, c'est également à Bruxelles. Fabrice Alman, il sera lui le 26 novembre à la Jazz Station pour présenter l'album dont on a parlé ici. Et Sarah de Vries, on va courir à Madrid, en Suisse, ailleurs, et on va attendre patiemment qu'elle revienne à Bruxelles. Et on sait qu'il y aura donc un album dans le courant du mois de mai de l'année prochaine. On va vous remercier tous les trois. Est-ce que l'expérience est concluante? Super. 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 Yes. Eh ben, on espère vous revoir un jour prochain dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Exceptionnellement, pas de micro ouvert cette semaine, mais il y en aura un la semaine prochaine, c'est promis. On reparlera de musique, on parlera de bande dessinée aussi la semaine prochaine. Connaissez-vous? C'est tous les dimanches soirs sur BX1. À la semaine prochaine.